écouter des, merci, on va écouter des, comment on appelle ça, des témoignages. Alors, je voudrais vous faire écouter deux témoignages, deux chercheurs. Le premier, c'est professeur Yehuda Bauer qui est mort il y a 2 ans à peu près, qui était un des plus grands historiens de la Shoah, qui travaillait à Yad Vashem et qui écrit la chose suivante dans un de ses livres. Lorsque nous disons comme des moutons à l'abattoir, nous ne déduisons pas plus que quelqu'un a assassiné ces personnes, mais qu'il les a abattues comme du bétail. En disant cela, nous ne nous référons plus à ces fils et filles du peuple juif qui ont été assassinés en tant qu'êtres humains. Donc, d'une certaine manière, nous acceptons l'argumentation nazie puisque les nazis ne considéraient pas les juifs comme des êtres humains. L'expression mouton à l'abattoir décrit les juifs non pas comme des êtres humains, comme un troupeau d'animaux et décrit l'assassin comme un boucher. Ça, c'est une réflexion qui me semble très importante au départ et c'est pour ça que je vous l'apporte. La deuxième réflexion, c'est dans un livre de Nechamatek qui elle-même était enfant pendant la Shoah en Europe de l'Est et qui écrit la chose suivante. La chose suivante. Derrière cette question, la question de savoir pourquoi ils ne sont pas révoltés, en fait, se profile l'assumption que les gens avaient les moyens et les possibilités de résister et qu'ils ne les ont pas saisis. Donc, d'une certaine manière, c'est rejeter une partie de la responsabilité sur la victime, se faisant enlever cette partie à l'assassin. Donc, une des choses que nous allons voir aujourd'hui, c'est quels étaient les moyens et les possibilités dont disposaient les Juifs. D'accord? Alors, un instant, parce que j'ai un problème tout le temps avec ça qui me cache. Voilà. Alors, on va commencer par une assez longue introduction pour élaguer, pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ce sujet. D'abord, d'où vient l'expression aller à l'abattoir comme des moutons, en ce qui concerne les Juifs pendant la Shoah? Alors, le 1er janvier 1942, à Bakovner, qui était un des organisateurs de la résistance, du mouvement de résistance dans le ghetto de Vilnius, réunit secrètement 150 membres de la toute nouvelle organisation de résistance du ghetto. Et c'est là qu'il va prononcer dans un discours que tout de suite nous allons lire, qu'il va prononcer cette phrase: nous n'irons pas à l'abattoir comme des moutons. Et voilà le discours. Jeunes juifs, ne faites pas confiance en ceux qui vous manipulent. Nous étions 80 000 juifs dans la Jérusalem de Lituanie. Effectivement, lorsque les Allemands rentrent en Lituanie, le 28 juin 1941, lors de la Barbarossa, d'accord, il y a 80 000 juifs à Vilnius. En l'espace de 4 mois, les Allemands vont tuer 60 000 juifs de Vilnius dans la forêt de Ponard. D'accord? Donc c'est ça qui dit. Ne faites pas confiance en ceux qui vous manipulent. Nous étions 80 000 juifs dans la Jérusalem de Lituanie, seuls 20 000 ont survécu. Sous nos yeux, ils nous ont pris nos parents, nos frères, nos sœurs. Où ont disparu les centaines d'hommes qui ont été enlevés par le travail forcé, pour le travail forcé par les Lituaniens? Où les femmes nues et leurs enfants ont-elles été prises pendant cette terrible nuit de provocation? Où sont les Juifs pris pendant Yom Kippour? Où sont nos frères du deuxième ghetto? Tous ceux qui ont été pris du ghetto ne sont jamais retournés. Toutes les routes de la Gestapo mènent à Ponard, et Ponard est la mort. Le but d'Hitler est d'annihiler les Juifs d'Europe. C'est le sort des Juifs de Lituanie d'être les premiers sur la liste. Nous n'irons pas comme des moutons à l'abattoir. Il est vrai, nous sommes faibles et sans défense, mais l'unique réponse face à l'ennemi est la résistance. Frères, il vaut mieux mourir comme des combattants libres que de vivre à la merci de nos meurtriers. Résistez jusqu'à votre dernier souffle. Donc c'est Abba Kovner qui parle de ne pas aller comme des moutons à l'abattoir. Mais il faut bien comprendre, il dit cette phrase alors qu'il se trouve face à des jeunes.
à 150 jeunes membres de cette nouvelle organisation de résistance. D'accord? Et au moment où lui a compris, et il est un des premiers à avoir compris que le but d'Hitler est d'annihiler les Juifs d'Europe. On va revenir là-dessus. OK? Alors, maintenant, je voudrais qu'on pose un certain nombre de questions. Je vous ai apporté ici des photos. Il y a ici des photos de prisonniers de guerre allemands et soviétiques. Tamar, Des pri- Oui, excuse-moi, tu peux rappeler qui c'était à Wachovner? J'ai zappé. à Bakovner, c'était un des chefs de la résistance du ghetto de Vilnius. D'accord, merci. Alors, là, vous avez une photo de prisonniers de guerre allemands et soviétiques. De nouveau, une autre photo de prisonniers de guerre allemands et soviétiques. Des prisonniers australiens, des japonais. Des prisonniers allemands, des américains. Ce sont tous des soldats, jeunes, tous des hommes, dont les familles sont en sécurité à l'arrière. D'accord? Tous connaissent le maniement des armes. Tous savent se battre. Vous avez entendu des révoltes? Quelqu'un s'est un jour demandé, a-t-on un jour posé la question de savoir pourquoi eux, entre autres, 2,5 millions de prisonniers russes ne se sont pas révoltés? Jamais j'ai entendu cette question. Alors, on demande les Juifs, mais on ne demande pas les prisonniers de guerre russes ou les prisonniers de guerre allemands, mais c'est un scandale. Une autre question à laquelle nous ne répondrons pas ici, qu'en est-il de la résistance allemande au nazisme? Vous avez entendu parler de résistance civile allemande au nazisme? D'une résistance d'abord et ensuite à la persécution des minorités, en particulier d'autre part? Et je vais vous raconter quelque chose. Les premiers qui vont créer des mouvements de résistance juifs en Allemagne, c'est les Juifs dès 1933. Mais ça, on n'en parle pas. Personne n'est au courant. Et un des premiers mouvements de résistance anti-nazi, c'est le mouvement de résistance de Herbert Baum. Là, vous avez la liste de tous ceux qui ont appartenu à ce mouvement de résistance, qui est découvert en 1942. Ils ont tous été torturés, soit à mort, soit torturés et envoyés dans des camps d'extermination par la suite. Une autre question, que peut-on qualifier de résistance? Alors, je vais vous donner un exemple, mais des exemples comme ça, il y en a des centaines. Là, vous avez un monsieur qui s'appelait Moshe Bahir, qui était un des rescapés de la révolte du camp d'extermination de Sobibor. Et il raconte la chose suivante. Il la raconte au procès d'Eichmann. Donc ça, c'est une photo du procès d'Eichmann. Un jour, à la fin de 1942, un transport de femmes fut amené au camp. Elles étaient nues, beaucoup avec des bébés dans les bras, avant d'aller au bain. Le bain, c'est les cas à gaz. Soudain, ensemble, elles attaquèrent les gardes et commencèrent à battre les SS et les Ukrainiens avec les biberons de leurs bébés et leurs ongles. Elles les griffèrent jusqu'au sang. Les hommes assaillis se mirent à tirer furieusement. La plupart de ces femmes étaient mortes avant de rentrer dans la chambre à gaz. Alors, est-ce que ça a intégré dans la résistance armée? Combien d'actions comme celle-ci sont tombées dans l'oubli parce que tous les participants sont morts assassinés? Parce qu'il ne faut pas compter sur les SS et autres pour le raconter, évidemment. Parce que devant la masse d'événements à rapporter, il y en a qui sont restés dans l'ombre parce que nous ne les connaissons pas. Alors, quand, pourquoi, comment s'organisent les mouvements de résistance dans les différents pays? Alors, dans tous les pays occupés pendant pendant la guerre, la résistance s'organise autour de quatre grands points. Libération de la patrie occupée, lutte politique et morale, humanité libérée et construction du monde de l'après-guerre. Alors, est-ce que ça concerne les Juifs? Alors, le Premier ministre du gouvernement en exil polonais le 8 mars 1942
écrit au général Stefan Rowecki, qui était le commandant de l'Arma Krajowa en Pologne. L'Arma Krajowa, c'est la, euh, euh, le principal mouvement de résistance en Pologne, d'accord? Et il lui écrit la chose suivante. Le soulèvement de notre pays à l'arrière de l'armée allemande ne peut se faire qu'en cas de désintégration et dispersion totale des forces allemandes. Si une proportion significative des forces allemandes devait effectuer une retraite organisée à travers le pays, alors une révolte serait impensable car elle n'aurait aucune chance de succès. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui écrit au général, d'accord, qu'une révolte n'est pensable que lorsque les forces allemandes sont réduites à zéro. Il est bien évident que pour les Juifs, c'est impensable. On ne peut pas attendre que les forces allemandes soient réduites à zéro. Si dans certains pays, surtout à l'Ouest, la libération de la patrie fait partie du programme idéologique des groupes de résistance juifs, il est clair que dans de nombreux pays, les buts sont très différents. Alors là, je vais faire une toute petite digression, mais c'est important. Euh, Après l'appel du 18 juin, on dit, mais c'est plus ou moins apocryphe, que De Gaulle a dit, j'attendais la France des cathédrales, j'ai vu arriver la France des synagogues. Ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, les Juifs en France font moins d'1% de la population générale, mais ils sont entre 15 et 20% des résistants en France. D'accord? OK. Alors, la résistance juive. Les soulèvements des résistants généraux face au soulèvement des résistants juifs. Quelques dates de soulèvements non juifs. Varsovie se soulève en août 1944 lorsque les Russes sont aux portes de Varsovie. La Slovaquie se soulève en septembre 1944 lorsque les Russes sont là. Il en est de même pour Prague en mai 1944. Et Paris se soulève le 25 août 1944 lorsque les Américains sont à quelques dizaines de kilomètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que toutes ces grandes villes et ces pays vont se soulever uniquement lorsque les forces alliées sont, mamache, à des dizaines de kilomètres d'eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier grand soulèvement urbain en Europe, c'est le ghetto de Varsovie le 19 avril 1943, bien avant le débarquement anglo-américain. Et quand les Russes commencent très lentement, on est juste après Stalingrad, à renverser la vapeur. Et je vais vous donner d'autres exemples. Il y a eu une organisation de résistance active dans 7 grands ghettos. Et faites attention aux dates. À Bialystok en août 1943, à Cracovie en décembre 1942, à Częstochowa en fin juin 1943, à Kovno et à Minsk à partir d'août 1941, on commence à évacuer les Juifs dans la forêt, entre 6 000 et 10 000 Juifs. À Vilna, en septembre 1943, on évacue les Juifs dans la forêt. Et évidemment, le ghetto de Varsovie. Dans 60 ghettos, qui a entendu parler de ça? Il y a eu des révoltes armées ou des tentatives de révoltes armées, comme par exemple les ghettos de Tarnów, de Benjin, de Krachnik, de Koznica, de Brody, etc., etc. 18 ans de travail se sont soulevés et je veux dire et redire qu'il n'y a pas eu une seule révolte de non-juifs dans des camps de travail ou de concentration. Les seules révoltes qu'il y a eu dans des camps de travail ou de concentration, c'était des révoltes de juifs. D'accord? Dans 18 camps de travail, il y a eu des révoltes. 5 camps de concentration, dont 2 camps d'extermination. Treblinka, le 2 août 1943, et Sobibor, le 14 octobre 1943, se sont soulevés. Et à Birkenau, ce sont les Sonderkommando qui organisent un soulèvement le 7 octobre 1944. Ces soulèvements, alors que les armées alliées étaient invisibles.
Le premier ghetto à se soulever, en fait, ce que je disais hier soir, c'est pas vraiment ça. Il y a eu probablement trois soulèvements avant, mais bon, c'est le premier grand soulèvement. C'est le soulèvement du ghetto de l'Arva en Biélorussie qui se soulève en septembre 1942. Alors, l'Arva, c'est là. Oui, Minsk, voilà l'Arva. Minsk est là, l'Arva est là. Donc, l'Arva est ici. Nous sommes en septembre 42, c'est-à-dire que les Allemands sont encore en train d'avancer en URSS. D'accord? Les Allemands sont encore en train d'avancer en URSS. Nous sommes avant Stalingrad. Et malgré ça, il y a un soulèvement à l'Arva. Alors, euh, ah, vous comprenez tous l'hébreu aujourd'hui ici? Parce qu'hier soir, j'ai pas fait écouter. Parce qu'il y avait des gens qui comprenaient pas l'hébreu, mais là, je crois que tout le monde comprend, donc on va écouter. Vous entendez? Non. Non, Ah, Laurent, tu peux mettre... Je sais pas comment faire le son. attends, tu vas là où il y a marqué plus. Attends, je vais voir si moi je peux le faire. Non, là où il y a marqué plus, Ouais, tu ouais. marques partager le son de l'ordinateur. Ah ben, je peux le faire. Attends, stéréo. Un instant que je vois si j'ai pu le faire, si ça marche. Là, המשטרה vous היהודית, m'entendez? שהם היו oui, במחתרת, ועוד כמה חברים, הוציאה הוראה לבתים היהודיים להכין נשק. ואפשר היה לראות את החבר'ה, אנשים מסתובבים עם סכינים וגרזינים בחסות החשיכה. בבוקר, יושב ראש היודנראט, לפטין נקרא למשטרה, ושם מודיעים לו שהגטו עומד בפני חיסול. אותו ומשפחתו ישאירו בחיים, וכל היתר יירצחו. לפטין אמר, אני לא מקבל את התנאי הזה שלכם, מה שיהיה עם כולם זה מה שיקרה גם איתי. הוא בא לגטו וסיפר מה שקרה. והגרמנים עברו מבית לבית וגירשו את היהודים החוצה. אנחנו המשפחה עמדנו, אמא עם 3 בנים ואחות, שאמא מחבקת את כולנו תחת לזרועותיה. ואז דוב לופטין נכנס לבית היודנראט, הוא הצית אותו והבניין התחיל לבעור. ואז ניתן הסימן. יצחק רוכטשין, מפקד המרד, יצא מתוך ההמון עם גרזן בידו, הניף אותו מעל ראשו של הקצין גסטאפו שירה, קפץ לנהר, נהרג וטבע. הרבנים שעמדו מהצד, הם התחילו לקרוא שמע ישראל, וכולם התחילו לקרוא אחריהם שמע ישראל, בקול רם ובצעקה אדירה, והתחילו לרוץ לכיוון הגדר, ושלושת המקלעים שהיו מעבר לנהר פתחו באש על כל הציבור שרץ. ואני רץ, ואני רואה בצד ימין אחי משה רוכן על גרמני ומכה אותו בגרזן. אני נותן צעקה, משה תברח. אז הוא עשה לי עם היד, תברח אתה. יותר את משפחתי לא ראיתי. במשך השנים, זה 57 או 58 שנים שאני חולם חלומות. למרות שאת אבי ראיתי בחלום, את אחי ראיתי ואת אחותי, את אמא אף פעם לא ראיתי. אני לא זוכר את האמא היפה, העליזה, השמחה. והתקבעה בעיניי אותה אמא עצובה, בוכייה של אותו היום. תעלה המשואה. משמר יעבור לדום. משמר, דום. Là, donc ça, c'est un témoignage d'un des rares survivants de la révolte du ghetto de Larva. Vous remarquerez qu'ils n'avaient pas d'armes, qu'ils étaient tous soit avec des couteaux, soit avec des haches. On va parler de ça immédiatement dans quelques minutes. Celui qui a mené cette révolte, c'est Yitzhak Roshin. OK? Donc,
Alors, les différences avec les non-juifs. Que signifie résister pour un non-juif? Que faut-il pour accomplir cette mission? Alors, ce que nous avons déjà dit, les Juifs ne pouvaient en aucun cas attendre la retraite des Allemands. Donc, le timing des révoltes n'était pas le résultat d'une évaluation militaire de la situation, ce que les mouvements de résistance non-juifs pouvaient se permettre, mais était dicté par le fait que les Juifs n'avaient rien à perdre. C'est aussi pour ça probablement qu'ils attendent l'action finale. Il faut d'ailleurs attendre que la plupart des Juifs soient déjà annihilés pour que les Juifs survivants comprennent qu'on a affaire à un génocide. On va revenir là-dessus. En fait, et ça c'est extrêmement important, les révoltes juives n'ont aucune chance de réussir, ni de sauver les insurgés, et quand ils se révoltent, ils savent qu'ils ont peu de chances de survivre. Et ça, c'est très important et c'est une des grandes différences avec les mouvements de résistance non juifs. Les mouvements de résistance non juifs, eux, leur but, c'est de tuer un maximum d'Allemands et bien évidemment de survivre. C'est pas du tout le but, le fait de survivre, ça n'est pas un des buts d'un résistant juif. Quant à tuer des Allemands ou des Polonais ou des Ukrainiens, on va en reparler. D'accord? Alors, les difficultés spécifiques aux Juifs, d'abord, le contexte. Comment arriver à cette décision? Qui participe? Pourquoi? Pourquoi résister? En quoi consiste la résistance pour les Juifs? Alors, tout d'abord, il faut comprendre le but des Allemands et le faire accepter par la population juive. Qui comprend? Comment et quand? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on étudie ce qui s'est passé pendant la Shoah, on se rend compte de quelque chose de très important. Les premiers qui ont compris euh, que il s'agissait d'un génocide, d'une volonté réelle de tuer toute la population juive européenne, c'en étaient les jeunes. Et quand on analyse pourquoi, on se rend compte de la chose suivante. À l'Ouest, la population juive avait été élevée dans l'espoir des Lumières. D'accord? On est tous égaux devant la loi, devant l'histoire, etc., etc. Et donc, il n'y a plus de problème juif. Voilà. Donc, les adultes de 30, 40, 50 ans avaient été élevés à ça et y croyaient. À l'Est, les adultes connaissaient leur histoire et savaient parfaitement que dans tous les pays d'Europe de l'Est, euh, il y avait eu des pogroms, il y avait eu des périodes de pogroms, souvent terribles, qui avaient tué même des centaines de milliers de juifs. Et quelque part, au bout de quelques années, ça s'était calmé, on s'en était sorti. Alors ils se disaient, bon, ben, on va courber les chines, ça va être très dur, mais on va s'en sortir. Et en fait, il n'y a que les jeunes qui n'ont pas été biberonnés à l'histoire des Lumières et qui n'ont pas encore à l'Est cette conscience historique, qui vont être capables d'aller au-delà de ça et de comprendre. Maintenant, à partir du moment où on comprend le génocide et l'ampleur du massacre, est-ce que tuer des Allemands et autres Ukrainiens est vraiment le but principal? Ben non. À partir du moment où tu comprends, quelqu'un comprend que le but des Allemands, des nazis qui n'arrêtent pas de gagner, d'accord, c'est de tuer tous les Juifs, le fait de tuer des Allemands, c'est peut-être pas ça qui compte d'abord. Ce qui compte d'abord, c'est de sauver des Juifs, c'est de sauver des enfants juifs, d'accord? Et peut-être aussi après de tuer des Allemands et leurs collaborateurs. Mais d'abord, il faut sauver les Juifs. OK? Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important et de très différent de ce qui se passe avec les mouvements de résistance autres. Comme tout mouvement de résistance, il faut des armes, un appui de la population juive, mais surtout non juive, en vue des révoltes dans les ghettos et fuites dans les forêts pour combattre et protéger des Juifs. De qui proviennent ces armes? Alors, on va le voir, mais il y a d'autres choses qu'il nous faut voir avant. À l'encontre des soldats prisonniers,
d'accord? C'étaient tous des soldats, c'étaient tous des jeunes hommes qui étaient à la base dans une condition physique bonne, qui savent se battre, dont ils savent que leur famille est en sécurité pour la plupart. C'est pas du tout le cas des Juifs, d'accord? Quand on pense à la population juive, quand on leur dit pourquoi est-ce que vous vous êtes pas révoltés, mais est-ce qu'on pense que dans cette population juive, il y a des femmes enceintes, il y a des enfants, il y a des bébés, il y a des vieillards, il y a des malades? Est-ce qu'on pense à toutes les exactions, la perte de toute source d'argent, la dépendance économique totale, la perte de travail, le rejet de la société, la faim, la maladie, les assassinats, la ghettoisation, les enlèvements pour le travail forcé, le travail d'esclaves, les déportations, la promiscuité, le manque d'eau et d'hygiène, la perte de repères, les coups, le typhus, la mort omniprésente et les déportations, les actions, encore une, vers une destination inconnue? Et je vous rappelle qu'à partir de 1941, la ration d'un juif en Pologne, la ration officielle alimentaire d'un juif en Pologne est de 184 calories par jour. Alors quand, à tout ce que j'ai cité ici, et le fait qu'on meurt de faim, et qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, des malades, comment est-ce qu'on peut organiser une révolte? Et pourtant, il y en a eu des révoltes. Et voilà une liste pas du tout exhaustive, parce que j'avais pas le temps, donc j'ai pris les trucs d'Afka les plus fous, donnés par Basia Finkelstein pour le ghetto de Vilnius, des choses interdites aux Juifs. Il est interdit aux Juifs de regarder. Alors, il faut que vous compreniez, si un SS ou un Ukrainien, un garde ukrainien un garde lituanien prend un Juif en train de faire les choses suivantes, il est torturé et tué. Il est interdit aux Juifs de regarder par les fenêtres donnant sur les routes, sur les rues à l'extérieur du ghetto. Il est interdit aux Juifs de parler l'allemand. Il est interdit aux Juifs de parler politique. Tout Juif qui entretiendra des relations avec un non-Juif sera fusillé. Il est interdit aux Juifs de porter la moustache. Il est interdit aux Juifs de consommer des matières grasses. Il est interdit aux femmes juives de se teindre les cheveux et de se farder les lèvres. Il est interdit de prier. Il est interdit d'étudier. Évidemment, il y a tous les décrets sur les ports de l'étoile jaune. Il est interdit d'apporter des fleurs dans le ghetto. Il est interdit d'accoucher. Les femmes qui accoucheront seront mises à mort avec leur enfant. Et ça, c'est vrai, c'est ce qui a été fait. Et il y a même des ghettos dans lesquels non seulement les femmes en question sont mises à mort avec leur enfant, mais toute leur famille est mise à mort, d'accord? Et dans le ghetto de Kovno, par exemple, les SS disent que si on trouve une femme qui accouche, c'est tout le ghetto qui va souffrir, d'accord? Donc, et on a des exemples pour le ghetto de Vilnius. Au ghetto de Vilnius, quand ce décret a été donné, d'accord, il y avait 3 femmes qui étaient enceintes au 9e mois, et donc elles étaient totalement ostracisées par le reste du ghetto qui avait très peur de ce qui pouvait se passer. Et donc elles ont été voir des médecins à l'intérieur du ghetto qui leur a provoqué l'accouchement, qui ont tué les bébés qui étaient parfaitement sains, d'accord, on a des descriptions, qui ont tué les bébés qui étaient beaux et sains, et ces bébés ont été enterrés non pas dans le cimetière du ghetto, parce qu'il fallait surtout pas qu'on voit qu'il y avait des bébés enterrés, mais dans un coin du ghetto où personne ne pouvait voir qu'il y avait là-bas des bébés enterrés. Ah, yes. Alors là, je vous ai mis quelques photos pour montrer la situation dans les ghettos. Cette photo-là que je vous montre ici et celle-ci, c'est du ghetto de Lodz. Dans le ghetto de Lodz, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour 1942, il y a eu ce qu'on a appelé l'action des enfants et des vieillards. C'est-à-dire que pendant ces 10 jours, les SS passent de maison en maison, d'appartement en appartement et raflent tous les enfants entre 0 et 12 ans et toutes les personnes au-dessus de 65 ans. Alors, il y a des batailles terribles dans le ghetto pour essayer de cacher, d'accord, et de pas donner les enfants et les personnes les plus âgées. Et évidemment, ça ne marche pas.
Au bout de ces 10 jours, il y a 15 000 enfants et personnes âgées qui vont être attrapés et déportés directement à leur mort dans le camp d'extermination à Chelmno. Les Juifs de ghetto de Lodz ne savent pas que Chelmno existe et ce qui se passe à Chelmno, mais ils sont bien conscients que c'est pas pour les envoyer, d'accord, un bébé de 3 mois, pourquoi tu l'enlèves à sa mère? Alors, la photo ici, c'est des gosses du ghetto de Lodz qui devaient s'occuper des extraits. Vous pouvez éteindre votre... Attendez, peut-être que moi je peux le faire. Je vais le Non, faire, je vais le faire. Je coupe. ok. Alors, des juifs du ghetto de Lodz qui transportaient les excréments du ghetto. Cette petite fille avec son frère mourant, c'est du ghetto de Varsovie. Cette femme qui essaye de courir, d'échapper, ici, il y a un homme et un autre, et d'autres encore derrière qui lui courent derrière. Elle a la bouche pleine de sang. C'est une femme juive qu'on a commencé à déshabiller pour probablement la violer et la tuer pendant le pogrom de Lvov en juin 1941. Ça, c'est la déportation des Juifs de Bielefeld en Allemagne vers le ghetto de Riga où ils vont être tués ensuite, etc., etc. Alors, je vais vous lire une citation. Quand les déportations en masse commencent, la population des ghettos est brisée. Aussi bien à Bialystok qu'à Vilna, Vilnius, Częstochowa ou Zagłębie, les masses n'ont pas suivi. Heike Grossman du ghetto de Bialystok écrit: Il est 8 heures. Nos courriers sont dispersés dans tout le ghetto, expliquant, suppliant: Juifs, n'allez pas. Ceci n'est pas une évacuation à Lublin. Chaque déportation du ghetto signifie la mort dans les chambres à gaz. Allez vous cacher, battez-vous avec ce que vous avez. Les camarades supplient, mais le mouvement continue. Il semble que la mort soit plus simple que de longs tourments. Peut-être n'avons-nous pas compris la détresse des parents qui ont vu leurs enfants mourir de faim, dont la vie s'est éteinte sous leurs yeux. Une vie sans espoir. Quelle est la valeur d'une telle vie? Peut-être était-ce la raison pour laquelle ce matin-là, les masses ont afflué vers leur mort. En vain, nous avons essayé de convaincre les Juifs de retourner chez eux. Ils ne voulaient pas nous écouter. Ils ont fermé leurs oreilles à nos appels. Maintenant, c'est clair. Nous, les combattants, nous sommes seuls sur nos positions, îlots dans un ghetto désolé et oublié. Nous n'avons pas le soutien des masses. Alors, maintenant, on va passer aux circonstances, d'accord, à l'environnement. Tamar, c'était quelle année ce que tu viens de dire? Euh, Ça, c'est fin 1942. Donc, ils savent déjà pour les chambres à gaz. Oui, à Bialystok, le mouvement de résistance savait. OK. Pour un mouvement de résistance, l'importance de l'environnement, le terrain. Alors ça, c'est extrêmement important et c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Alors, je voudrais que vous... Attends, je suis pas sûre. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Laissez-moi voir. Bialystok, excuse-moi, août 43. Oui, Bialystok, c'est août 43. Mais ouais, non, je confondais avec autre chose. D'accord? Août 43, je corrige. Alors, une chose à laquelle, en général, personne ne pense. Regardez la différence entre ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie, par exemple, et dans le ghetto de Minsk. Dans le ghetto de Minsk, déjà à partir de 1941, Minsk est occupé fin juin, début juillet 41, quand il y a eu les Barbaros, hein, et le ghetto est formé très rapidement. Et c'est des soviétiques, donc il y a des gens qui ont fait partie de l'armée rouge là-dedans, des juifs qui ont fait partie de l'armée rouge, et très rapidement, ils vont commencer à organiser un mouvement de résistance juif à l'intérieur du ghetto. Et très rapidement, ils vont commencer, en secret évidemment, à comment on dit, euh, à faire fuir des juifs dans la forêt. À Varsovie, ça n'a pas existé. Et en fait, le mouvement de résistance de Minsk, ça a été de faire fuir la population, de la population juive vers la forêt. Entre 6 000 et 10 000 juifs ont fui vers la forêt. À Varsovie, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de forêt.
Donc, la révolte du ghetto de Varsovie se passe à l'intérieur du ghetto et contre les SS. Vous comprenez la différence? Anielewicz, quand il prend la tête et qu'il décide de la révolte, c'est pas faire fuir des juifs, parce qu'il sait qu'il a aucune chance. Il est dans une ville et il n'y a aucune forêt à l'extérieur. À Vilnius, il y a une forêt. On peut faire fuir les juifs dans la forêt, mais là, il n'y a rien. Donc, la situation physique est extrêmement importante. Les frères Bielski, qui, eux, on voit, il y a un film, et je me souviens plus du titre, il faut absolument que je vous envoie le titre, sur le mouvement de partisans des frères Bielski, qui ont établi un camp avec 1200 juifs dans des forêts, d'accord? Des femmes, des enfants, des vieillards, il y a eu des mariages, il y a eu des naissances, mais ils ont pu le faire parce qu'il y avait des forêts et il y avait des marécages. Quand ils ont été attaqués par les Allemands, ils ont fui dans les marécages. Mais ça, c'est possible parce qu'il y a des forêts et des marécages. Et maintenant, regardez la différence entre la France et la Hollande, par exemple. La Hollande, c'est le pays européen dans lequel il y a eu en proportion, je dis bien en proportion, le plus grand pourcentage de juifs déportés. 75% des juifs hollandais ont été déportés, 50% des juifs belges, 36% des juifs norvégiens et 25% des juifs français. Donc, au niveau de l'Allemagne, de l'Europe de l'Ouest. Mais il y a beaucoup de raisons à ça. Une des raisons, c'est que la Hollande est un pays plat, dans lequel il y a très peu de forêts. Donc, dans lequel il est extrêmement difficile de se cacher. Alors que la France, dans des critères européens, est un grand pays, un pays avec des collines, des montagnes, des très hautes montagnes et des tas de forêts, des petits villages, d'accord, qui sont éloignés de tout et dans lesquels on peut se cacher. Il y a un maquis. Et ça, c'est extrêmement important et les gens ne pensent jamais à ça. OK? Donc ça, c'est vraiment très, très important de le comprendre. OK. Alors, maintenant, les défis. Alors, un des problèmes très importants pour toute la population juive, c'est le problème de l'isolation. Pourquoi? Et les Allemands comprennent très bien ça. Pourquoi est-ce qu'ils ferment les ghettos? Pourquoi est-ce que dans les camps... Excusez-moi. Pourquoi est-ce que dans les camps, les Juifs ne peuvent avoir aucun contact avec l'extérieur? Ben, à partir du moment où tu ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur, à partir du moment où tu n'as pas d'informations, euh, tu peux rien faire. C'est celui qui sait qui peut faire. C'est celui qui sait qui peut organiser. D'accord? Le savoir, si tu sais ce qu'on fait de toi, si tu sais vers quoi tu vas, à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à t'organiser et comprendre. Comprendre et pouvoir t'organiser. Sans ça, rien ne peut se passer. Et c'est là que vont intervenir, alors là, je vous ai donné des exemples, un certain nombre d'exemples, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus, celles qu'on a appelées les cachariotes. Alors attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit un mot. Ah, le film sur la résistance des frères Bielski s'appelle Les Insurgés. Ok, merci, j'avais oublié. Merci Laurent. C'est un très très bon film, mais vraiment, je, je recommande. Alors, un instant que je ferme ça. Euh, alors là, je vous ai montré une liste de femmes, de jeunes femmes, vous remarquez qu'elles sont toutes jeunes, euh, qu'on a appelées les cachariotes, les courriers. Alors, la première chose à laquelle je veux que vous fassiez attention, c'est qu'en dehors de Gula Mira, de Mira Gula, d'accord, qui est née en 1911, elles ont toutes un faciès
parfaitement goy. D'accord? On n'a pas du tout l'impression qu'elles sont juives. Et elles sont toutes juives. Alors, leur rôle, c'était, on va tout de suite raconter un peu leur histoire et pourquoi. Leur rôle, justement, et c'est un rôle absolument extraordinaire et très dangereux. Vous remarquez que la plupart d'entre elles ont été arrêtées aux alentours de 1942-1943. Toutes ont été torturées, soit à mort, soit ensuite, après avoir été torturées, déportées dans des camps d'extermination et tuées dans ces camps d'extermination. D'accord? Euh, alors, leur rôle, c'était d'aller de ghetto en ghetto, de faire passer l'information, de faire passer de l'argent, de faire passer des armes, etc., etc. D'accord? Tout en Pologne. Ces filles étaient à vélo, étaient dans les trains, étaient... Alors, ce qui est très important de comprendre, pourquoi ces filles, pourquoi des filles, et pourquoi avec ce faciès? Alors d'abord, pourquoi des filles? Évidemment, elles ne sont pas circoncises. Une des choses que les Allemands faisaient très souvent, aussi bien en Europe occidentale qu'orientale, ils bloquaient une rue, ils faisaient déshabiller et déculotter tous les hommes. Celui qui était circoncis, plac, on le prenait. OK. Alors, avec une femme, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même dans les grandes villes polonaises, très souvent, les jeunes garçons, avant-guerre, étudiaient dans des centres d'études juifs, des Hadarim, etc., etc. Et donc, leur langue maternelle, à la maison et dans les lieux d'études, c'était le yiddish. Certains n'apprenaient jamais le polonais et d'autres, même quand ils apprenaient le polonais, ils parlaient le polonais, mais toujours comme une deuxième langue. D'accord? Alors que systématiquement en Pologne de l'entre-deux-guerres, toutes les filles, la plupart, les 95% des filles juives ont été dans des écoles de la République polonaise et donc ont parlé le polonais comme n'importe quel polonais. Et non seulement ça, mais en plus connaissaient les coutumes polonaises. Elles avaient des amies polonaises. Elles étaient complètement intégrées comment on appelle ça, à la société polonaise. Donc, elles savaient quand elles prenaient le train, quand elles prenaient le bus, quand elles étaient dans la rue, elles savaient très bien comment parler avec les autres, comment être, même si elles allaient à l'église un jour parce qu'il fallait qu'elles aillent à l'église, elles savaient comment prier, elles savaient tout. D'accord? Donc, elles étaient parfaitement intégrées dans la rue polonaise. OK? Et en plus, justement, ce qui est extraordinaire avec elles, c'est que, comme vous le voyez, on a choisi des femmes qui avaient un faciès euh, pas reconnaissable. Euh, alors, elles ont été absolument extraordinaires. Elles ont fait un travail hors du commun. Et ce que je racontais hier soir, il y a eu des histoires. Par exemple, il y en a eu deux, ne me demandez pas lesquelles. Il y en a eu deux, par exemple, un jour, elles étaient avec des grenades dans leurs culottes. Et alors, elles montent dans un train. Et dans ce train, dans ce train, il y avait deux soldats allemands. Alors évidemment, les soldats allemands, comme toujours polis, ils se lèvent pour leur laisser la place, mais elles veulent surtout pas s'asseoir parce qu'elles ont deux grenades dans leur culotte. Bon, ça, c'était des situations un petit peu spéciales, d'accord? Mais donc, comme vous le voyez, alors, ce qui est très important de comprendre, euh, là, je vous ai marqué l'histoire de l'une d'entre elles. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Euh, alors, Emmanuel Ringelblum, qui était celui qui a fait les chroniques du ghetto de Varsovie, a écrit sur ces femmes, ces jeunes filles héroïques, courageusement, elles voyagent aller-retour à travers les villes et les cités de Pologne. Elles sont en danger mortel chaque jour, sans un murmure, sans un moment d'hésitation. Elles acceptent et entreprennent les missions les plus dangereuses. Rien ne les arrête, rien ne les effraie. Combien de fois ont-elles regardé la mort en face? Combien de fois ont-elles été arrêtées et fouillées? Ces filles sont infatigables. Alors, ce qui les lie toutes, d'accord? Ce qui les lie toutes ont été dans des mouvements de jeunesse juive avant la Shoah.
Et ça, c'est très important parce que quand on regarde l'identité de la majeure partie des partisans juifs, on se rend compte que tous faisaient partie des mouvements de jeunesse avant la Shoah. D'accord? Donc, tous avaient cette capacité d'organisation, de vivre en dehors de la famille, d'organisation que on acquiert dans les mouvements de jeunesse. OK? Euh, Aussi bien la Shomer Hatzaïr que les mouvements de jeunesse communistes, que le Dror, etc., Gordinia, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Maintenant, aussi ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le fait que les jeunes sont les premiers à avoir compris qu'il s'agissait d'un génocide. On en a déjà parlé donc avant. Donc ça, Oui. c'est extrêmement important de le comprendre. Euh, alors, autre chose qu'il faut comprendre, c'est l'antisémitisme morbide et sanguinaire de la population et des mouvements de partisans qui pourtant combattent le même ennemi. Les partisans polonais, soviétiques, ukrainiens, lituaniens principalement. Alors, je vais vous donner des exemples. Le colonel Vladislav Liniarski, commandant pour l'Arma Krajova. L'Arma Krajova, c'est justement, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est le groupe de résistants le plus grand en Pologne, d'accord? Du district de Białystok. Le 30 juillet 1943, Liniarski donne l'ordre à ses commandants de sous-district de liquider immédiatement, avec la plus grande brutalité, les espions communistes et les bandes communistes juives. Dans un rapport de Londres en exil en novembre 1943, il écrit « Nous voyons la question juive résolue une fois pour toutes dans cette région et peut-être dans toute la Pologne. L'absence de juifs dans le district de Białystok est une véritable bénédiction et nous remercions Dieu pour les Polonais qui se sont exprimés ouvertement à ce sujet. » Ça, c'est le chef du plus grand mouvement de résistance polonais à propos des Juifs dans le district de Białystok. Il remercie Dieu, d'accord, c'est une bénédiction que les Juifs aient été décimés. D'autres exemples. Le camp de Okstroyesvitkie et le camp de Budi. À l'intérieur de ces camps, les Juifs organisent une cellule de résistance et organisent des fuites. Dans chaque cas, ils sont tous trahis par des Polonais et par exemple en ce qui concerne le premier camp, par une unité de l'Arma Krajova, le groupe de vengeance. En ce qui concerne Budi, le trait est pendu après la guerre. Il en est de même pour un groupe de 40 prisonniers de guerre juifs qui arrivent à s'évader du camp militaire du camp de Lublin au 7 rue Lipova. Après avoir pris en contact avec l'organisation militaire polonaise, les membres de cette organisation les aident à fuir, leur disent de se cacher dans un bunker et lancent une grenade dans le bunker. Seuls 2 juifs survivent. Vous comprenez, l'organisation militaire polonaise conduise les 40 prisonniers de guerre juifs dans un bunker et puis ils vont jeter une grenade pour tuer les prisonniers de guerre juifs. Gustav Davidson Drenger écrit « Il n'est pas aisé de décrire tous les obstacles que nous devions surmonter pour organiser une résistance juive pendant l'occupation nazie. Notre tâche était 100 fois plus difficile que la tâche de tout autre groupe de résistance, car nous devions cacher non seulement notre action de résistance, mais aussi, et de manière encore plus urgente, notre identité juive. » Alors, je vais vous faire écouter, c'est un témoignage en anglais, je vais le traduire si quelqu'un a des problèmes. Lui était partisan en Ukraine, partisan juif. Being a Jewish partisan, there you felt that you are one of fighting all the world. Everybody's against you.
Nous, les Juifs, les partisans juifs, on était un contre tout le monde. Tout le monde, le monde entier était contre nous. The Nazis try to kill you. The Soviets, they hate you. The local population, they hate you. Les nazis essayent de vous tuer. Les soviets vous détestent. La population locale vous déteste. If they could, they would give us up to the Nazis. S'ils pouvaient, ils nous donneraient aux nazis. Nobody, no home, nowhere, even if they're alive, where we go back? Il y a rien, il y a nulle part. Même s'il y a encore des gens, des gens vivants, on n'a nulle part où aller. Où est-ce qu'on peut aller? It was a feeling of that you really are alone against everybody. Tu es seul contre tout le monde. And this is a terrible feeling. C'est un sentiment terrible. Alors, la révolte de Sobibor, je donne un exemple, du 14 octobre 1943. Alors, le mouvement de résistance à l'intérieur de Sobibor est organisé d'abord par Léon Feldenler. Alors, je voudrais que vous regardiez ces dates. Il est né en 1910, excusez-moi, il meurt en 1945. Ça veut dire quoi, il meurt en 1945? Il est assassiné après la Shoah par des Polonais. Et une chose que beaucoup de gens ne savent pas, il y a eu 1000 Juifs qui ont été assassinés après la Shoah, entre 1945 et 1946, par des Polonais. Le pire pogrom après la Shoah a eu lieu à Kielce le 4 juillet 1946. D'accord? Il y a eu 10 000 Juifs qui ont été blessés lors des pogroms polonais après la Shoah. D'accord? Donc, je reviens à mes moutons. Léon Feldendler, c'est lui qui le premier organise le groupe de résistance à l'intérieur du camp d'extermination de Sobibor. Et puis arrive dans ce camp d'extermination le lieutenant Alexander Petchersky, qui était de l'armée rouge, qui avait été fait prisonnier par les nazis, par les Allemands, mais comme il est juif, on le sort du camp de prisonniers, on l'envoie à Sobibor, mais à Sobibor, il n'y avait pratiquement pas de sélection, mais comme il est soldat, il n'y a pas de sélection et on le met avec les quelques centaines de prisonniers de Sobibor qui font le service des Allemands et des Ukrainiens dans le camp. Et donc lui, il va passer à l'aspect pratique de la révolte, et cette révolte aura lieu le 14 octobre 1943. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand cette révolte a lieu, les Juifs n'ont pas d'armes, hein. Ils vont réussir à voler quelques armes. Il y a aussi un très bon film qui a été fait sur la révolte du camp d'extermination de Sobibor. Je vous recommande de le voir. Donc, les Juifs n'ont pas d'armes, ils vont les voler quelques jours avant et puis surtout le jour même de la révolte. Et il y a quelques centaines de Juifs qui vont réussir à s'échapper dans les forêts. Mais à la fin, en 1945, il y en aura une soixantaine uniquement qui auront survécu. Pourquoi? Parce que la plupart auront été tués par des Polonais et des Ukrainiens. Un de ceux qui a donné témoignage, qui a témoigné, c'était Dov Freiberg, dont je vous montre la photo ici. Lui, il était dans le camp d'extermination de Sobibor. Donc, son rôle dans le camp d'extermination, je vous rappelle qu'il avait 13 ans quand il est arrivé là-bas. Il avait déjà perdu toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles et tantes. Je ne rappelle pas toute son histoire. Et un de ses rôles dans le camp d'extermination, c'était d'ouvrir les fosses, de sortir les corps décomposés des Juifs et de les faire brûler. Et là, on le voit en train de de témoigner au procès d'Eichmann. J'ai lu ses livres et je l'ai interviewé. Je dois dire que c'est un de ceux que j'ai interviewé, des centaines de survivants, et ces livres et lui font partie de ceux qui m'ont le plus impressionné. Quand j'ai lu
Il a écrit 3 livres et quand j'ai lu le livre qu'il écrit sur son histoire pendant la Shoah, c'est une des fois où j'ai réellement pleuré. Pourquoi? Parce que il habitait Lodz, il passe à Varsovie et quand il passe de Lodz à Varsovie, son père est tué. Ensuite, ils arrivent à Varsovie, le ghetto est monté, ses grands-parents meurent de faim. Ensuite, il a des frères qui meurent parce qu'ils se révoltent. Ensuite, sa mère comprend que ça va être fini. Donc, sa mère lui dit, au moins toi, tu te sauves et moi, je reste avec le petit frère et la petite sœur. Effectivement, le petit frère et la petite sœur et la mère sont morts. Et lui, il fuit à 400 kilomètres de là, alors qu'il a 12 ans, en marchant la nuit et en se cachant le jour, pratiquement sans manger. Il fait 400 kilomètres pour rejoindre un oncle et une tante qui sont dans un petit shtetl loin, dans lequel il n'y a pas encore de ghetto. Et il arrive là-bas, et pendant quelques mois, c'est le calme. Et au bout de quelques mois, il y a des SS qui arrivent, qui prennent tout le monde et qui les envoient à Sobibor. À Sobibor, donc, il est avec les fosses communes. Et puis, il fait part de la révolte. Il s'enfuit dans les forêts. Dans les forêts, il est avec des, des voyous. Et après, en 1945, il arrive à Lodz et de Lodz, il va en Allemagne et lui, il n'a plus aucune famille. Il est né en 1929, donc en 45, il a 16 ans. Depuis l'âge de 10 ans, il n'est pas allé à l'école, il a eu une vie absolument inouïe. Alors, il arrive en Allemagne et la première chose à laquelle il pense, c'est arriver en Palestine mandataire. Sur quel bateau il s'est retrouvé? Sur l'Exodus. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a je me suis effondrée quand j'ai lu ça. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de Dov Freiberg. Alors, à propos de la révolte de Sobibor, pour revenir à ça et pour les survivants, Simcha Bialovitz écrit: Seuls les Juifs polonais qui connaissaient la région et qui parlaient la langue pouvaient survivre après la fuite. Yitzhak Lichtman, notre but était de joindre les partisans. Un jeune paysan nous a montré la direction vers la forêt de Parchou, à 35 kilomètres de Sobibor. Nous avons rencontré quelques rescapés et partisans. La vie des partisans juifs n'était pas facile. Nous avons réussi à acheter quelques fusils et nous les utilisions pour faire peur aux paysans et les forcer à nous donner de la nourriture. Nous étions constamment attaqués par des Ukrainiens ou des Polonais. À cause d'eux, peu de prisonniers ont vu la fin de la guerre. Yecheskel Menche, nous avions beaucoup d'ennemis à combattre en dehors des Allemands, les Ukrainiens et les fascistes polonais. En 1945, il ne se restait que 30 survivants. Je voudrais mentionner 2 héros, Sacha et Minsk, et comme je vous l'ai dit, Sacha de Minsk et Feldender, qui a été tué après la libération par des Polonais. Alors, un autre témoignage sur quelque chose d'absolument incroyable, le lieutenant Adolf Pilch, qui est donc polonais, qui est parachuté en Pologne de Londres en février 1943. D'accord? Il est parachuté dans la région de Novogródek pour aider à l'organisation de l'Arma Krajowa. Mais lui pense que sa mission première est la lutte contre les judéo-communistes. Il est nommé commandant du 78e régiment d'infanterie de l'AK, pas loin de la forêt de Naliboki où les frères Bielski ont créé leur camp. En janvier 1944, Pilch signe un cessez-le-feu avec les Allemands de la région en échange d'armes qu'il utilise pour combattre les partisans soviétiques et les Juifs. Dans un rapport du 17 septembre 1943, il raconte un instant qu'ils ont rencontré un groupe de partisans juifs et qu'ils les ont tués quand les partisans ont essayé de fuir. Il fallait toujours regarder son dos, être sûr qu'on n'allait pas être tué dans le dos, ce n'était pas facile. Alors, un des gros problèmes des partisans juifs, c'est le problème des armes. Les partisans juifs sont les seuls mouvements de résistance en Europe à ne pas avoir reçu d'armes de l'extérieur. D'autre part, les mouvements
de résistance soviétiques et polonais n'acceptaient pas de juifs qui n'étaient pas armés. Mais d'un autre côté, ils refusaient de leur vendre des armes. Et quand ils leur vendaient des armes, c'était très cher et souvent défectueuses. Alors maintenant, on va passer au dilemme. Et ça, c'est extrêmement important. Baruch Shub, sur la situation qui régnait dans le petit ghetto de Rajkovice. Il explique que chaque jour, les Allemands réunissent tous les Juifs sur la place de la ville et les comptent. Ça, c'est quand ils partent au travail le matin. Ils les menacent de tuer un certain nombre de Juifs au cas où l'un d'entre eux disparaissait. Il y a un groupe de... Alors, Baruch Shub explique. Il y a un groupe de jeunes qui a commencé à s'organiser et à parler ouvertement de partir dans la forêt rejoindre les partisans. La pression de la communauté sur ce groupe de 15 à 20 jeunes était immense. Les gens étaient affolés de ce qui se passerait si un, a fortiori 15 de ces jeunes, allaient dans la forêt. Tous les autres souffriraient. À cause de cela, il y a eu une énorme pression pour que les jeunes annulent leur programme de partir dans la forêt. Un an après, 2 jeunes n'en pouvaient plus. Moi, j'étais déjà parti. Ils sont partis et ont rejoint les partisans. Les Allemands ont exécuté 350 personnes qui étaient encore dans le ghetto. Ceci me hante encore, que je sois parti irresponsablement et peut-être imprudemment, sans penser à ceux qui m'entouraient. L'UNACA, toute cette question de révolte, ce qu'était, ce que c'était et les répercussions de cette révolte. Quand vous parlez de révolte, de résistance et de tout ça, chaque personne qui voulait accomplir un acte de résistance devait faire un choix conscient, ici et immédiatement. Ce n'est pas qu'il va commettre cet acte lui-même, mais aussi le fait que des centaines d'autres de personnes vont payer pour ça. Alors ce n'était pas je ne vais pas obéir, donc vous pouvez me tuer, mais c'était je ne vais pas obéir, et donc vous pouvez me tuer, et tuer une centaine de personnes aussi. Qui veut prendre une telle responsabilité? Qui est le plus grand héros? Moi qui suis parti me battre avec les partisans, ou mon cousin Germain qui a 17 ans a pris la décision consciente, en sachant exactement ce qui les attendait, de rester avec sa mère et ses 2 petites sœurs afin de les accompagner jusqu'au bout. Ça, c'est ce que m'a dit un partisan que j'ai interviewé il y a une vingtaine d'années. Vers fin septembre 1943, quand Abba Kovner et les autres comprennent que c'est la fin du ghetto de Vilnius qui va être éradiqué, alors Abba Kovner, donc ils ont décidé déjà de partir dans la forêt, et Abba Kovner, le chef de la résistance, fait fermer les portes du QG du mouvement. À ce moment, sa mère est venue vers lui, pleurant, terrorisée. « Mon enfant, dis-moi que faire. » Kovner continue. Et moi, le commandant des combattants du ghetto, je n'ai pas pu la regarder dans les yeux et je lui ai répondu, « Maman, je ne sais pas. » Parce qu'elle était malade, elle avait terriblement vieilli, elle était incapable de se débrouiller dans la forêt. Et donc, il savait qu'il ne pouvait pas la prendre. Et ainsi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si je suis digne de l'honneur réservé à un combattant du ghetto ou de la malédiction d'un fils qui a abandonné sa mère et ne l'a pas accompagné sur la route finale. Et c'est ce que je vous ai écrit maintenant, et ça vous le voyez dans tous les témoignages. De nombreux jeunes ne partent se battre que lorsque toute leur famille a été exterminée. Ça, c'est Abba Kovner avec sa femme ici. Chassia Taubes écrit « Laisser sa mère, c'est la faillite morale ». Bon, ça c'est encore la même chose. Alors, je voudrais, pour terminer, on a encore... Alors, je vais vous raconter une histoire. Faut que je choisisse. Bon, alors on va raconter l'histoire
la révolte du Sonderkommando. Là, vous voyez, les Sonderkommando, c'était les Juifs qui étaient obligés par les SS de s'occuper des corps des Juifs qui avaient été gazés dans les camps d'extermination. D'accord? Alors là, vous voyez le crématorium numéro 4 euh, de Birkenau qui est en train de brûler le 7 octobre 1944 quand les Sonderkommando le font sauter. Alors pour le faire sauter, il leur fallait de la dynamite. D'où ils ont eu cette dynamite? Je vous rappelle que les Sonderkommando en général étaient totalement isolés du reste du camp. Et d'où dans le camp on a de la dynamite. Alors il faut savoir que Birkenau, Auschwitz-Birkenau, était le seul camp d'extermination dans lequel il y avait une fabrique de munitions. Alors, à Birkenau, de toute façon, à Auschwitz-Birkenau, il y a eu plusieurs mouvements de résistance. Il y a eu un mouvement de résistance non juif qui jusqu'à la fin n'a pas voulu se révolter, d'accord? Alors que les Juifs disaient, il faut qu'on se révolte, il faut qu'on se révolte, il faut qu'on se révolte. Les Juifs sont assassinés par centaines de millions, et les autres disaient, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas encore le moment, les Russes sont trop loin, etc., comme d'habitude, d'accord? Alors, il y avait un mouvement de résistance dans Birkenau, et il y avait plusieurs cellules. Une de ces cellules, j'ai pas le temps de rentrer complètement dans les détails, était menée par cette femme, cette jeune femme. Elle était née en quelle année elle est née? En 1919, je crois. Elle était en 1919 ou 1924, un des deux. Donc, Rosa Robota était née en 1919 ou 1924, donc elle était très jeune. Et elle avait fait partie d'un mouvement de jeunesse sioniste dans sa ville. Elle a fait partie du mouvement de résistance dans son ghetto. Et dès qu'elle arrive à Auschwitz-Birkenau, elle se met en contact avec les mouvements de résistance là-bas. Et elle est intégrée dans la baraque qui s'occupe des vêtements de tous ceux qui ont été gazés. Et cette baraque est juste en face de crématorium numéro 4. Et elle prend contact avec les femmes qui travaillent dans la fabrique de munitions. Et alors, il y a une vingtaine de femmes, dont Alain Gertner, Regina Schwartzwestein et Esther Wachblum. Ils vont, ça c'est celle dont on a les noms, on a aussi les noms d'un certain nombre d'autres, mais il y en a beaucoup dont on n'a pas les noms. Pendant 1 an et demi, elles vont sortir gramme après gramme dans des boîtes d'allumettes. Ou alors, ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles enlèvent les plombages de leurs dents. Et alors, elles enlèvent le plombage. Sous le plombage, elles mettent un petit peu de dynamite, des grains. Elles remettent le plombage et tous les jours, quand elles sortent de la fabrique pour aller dans les baraques, elles transmettent d'une manière ou d'une autre, elles font transmettre à Rosa Robota ça, et Rosa Robota, je ne vais pas rentrer dans les détails, arrive à faire transmettre tout ça aux Sonderkommando. Ça a duré 1 an et demi. Et pendant 1 an et demi, les Sonderkommando amassent ça, et le 7 octobre 1944, ils mettent le feu au quatrième, à la quatrième chambre à gaz. D'accord? Au quatrième crématoire. 3 jours après, les SS qui comprennent donc il y a eu des fuites, euh, euh, comprennent ce qui s'est passé. Ils font arrêter Gertner et les deux autres. Ils les torturent pendant des semaines et elles ne vont rien dire. Ils les renvoient dans la fabrique et ils mettent dans la fabrique un juif vendu, d'accord, qui va s'accorder les bonnes grâces de toutes les femmes qui faisaient partie du mouvement, et elles vont lui parler parce qu'elles ont confiance. Et c'est comme ça que fin décembre,
toutes vont être arrêtées, dont Rosa Robota. Elles vont être torturées d'une manière épouvantable sans jamais donner le nom de qui que ce soit à l'extérieur de ceux qui faisaient partie du mouvement de résistance. Et 2 semaines avant que le camp soit évacué, et 3 semaines avant que les Russes arrivent, elles vont être pendues en face de tous les prisonniers, en chantant la Hatikva. Voilà, donc ça, c'est un exemple de... euh, voilà, alors, il y a d'autres exemples, mais là, on n'a pas tellement le temps, donc on va arrêter là, surtout que j'aurais aimé qu'on ait le temps. Alors, déjà, je pense que d'abord, je vais arrêter le partage. Voilà. Alors, déjà, ce qui est très important, c'est que j'espère que, pour ceux qui écoutent ça pour la première fois, j'espère que vous avez compris que pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas révoltés? Pourquoi ils ont été à l'abattoir comme des moutons? Ces phrases ne veulent absolument rien dire, d'accord? Maintenant, si vous avez des réflexions, si vous avez des questions, s'il vous plaît. Et si vous pouvez mettre comment on appelle ça? Vos vidéos, qu'on vous voit. Laurent, tu peux mettre le son? Non, on t'entend pas. On t'entend pas, il n'y a pas le son. Les gens peuvent les remettre eux-mêmes. Moi, je ne peux pas les remettre, je pense. Là, il faut Ah, demander. Vous pouvez le mettre vous-même si vous voulez parler. J'en profite, moi, pour répondre à cette question, pour poser une question. Je suis étonné que, malgré tous ces faits que tu as décrits, alors que j'ai l'impression de connaître la Shoah, que je ne connaissais pas, que, en fait, que nous-mêmes, les Juifs, qu'on attende que les Goïs parlent de ça, ça paraît peu probable, surtout actuellement, mais même avant. Mais par contre, que nous-mêmes, ou même à Yad Vashem, etc., il n'y a pas plus de départements dessus, parce que c'est quand même important en termes de quantité même de ce que tu décris, qu'il n'y ait pas plus de description de tous ces faits parmi les... mais regarde, là, il y a 11 personnes. Non, non, je sais bien, non, non, je ne parlais pas maintenant, je parle de... Non, mais justement, parce qu'il y a, mais les gens n'entendent pas. Non, non, mais je ne parle pas de gens qui ne sont pas connaissants comme toi, je parle parmi même Yad Vashem, qui ne fait pas un département entier ou carrément à propos de ça. Ou même dans le musée de Yad Vashem. Il y a un peu, mais il n'y a pas beaucoup. Or, c'est vraiment héroïque, c'est important, et c'est dommage. Si je me souviens bien, au musée, il y a tout un truc sur les révoltes. Il y a toute une salle. Bon, je ne l'ai pas vu, alors elle m'a échappé, mais bon. En tout cas, c'est très intéressant. C'est surtout très intéressant de voir la différence entre la difficulté de la résistance juive qui devait se battre sur deux fronts, c'est-à-dire contre l'ennemi nazi et contre la population environnante et les résistants environnants. Ça, c'est quand même incroyable. Et puis de voir la difficulté de base, c'est-à-dire que un résistant en France, par exemple, bon, si lui est mis à mort, lui, il est mis à mort, mais sa famille, non. Un résistant en Pologne, c'est un petit peu différent, mais si tu veux, c'est quand même des réalités qui sont totalement, totalement, totalement différentes. Rien à voir. Le juif, si lui il part de son ghetto et n'en parlons pas s'il part d'un camp, il y a des centaines de personnes qui vont payer. Oradour-sur-Glane, c'est une exception. Enfin, Baruch Hashem, c'est une exception. Pour les juifs, c'est pas une exception. Je sais pas, moi j'ai l'impression que pour moi c'était un peu inconnu toute cette résistance-là. Je voudrais bien voir l'avis des gens qui sont là. Je découvre un peu tous ces éléments. J'avais quelques éléments, mais pas là, tu décris, on va dire, une partie, et il y en a sans doute énormément d'autres. Donc c'est étonnant qu'on n'ait pas plus d'éléments là-dessus. Mais je sais pas, j'ai demandé à ce qu'on mette la vidéo, mais non, je crois, je sais pas. Charlie, toi, tu l'avais déjà entendu?
Attends, on t'entend pas, t'es sur mute. Faut que tu réactives le son, ouais. Non, t'es Attends. encore. Non, t'es toujours sur. Voilà. Oui, oui, je l'avais écouté bon, il y a quelques années. C'est très intéressant. C'est des choses qui sont effectivement mal connues, qui ont du mal à passer. Je crois qu'il y a plein de Attends, studies parle plus psychologiques. près parce qu'il y a un écho très très fort. Et là, est-ce que vous m'entendez ou pas? Ah non. Encore une fois. C'est moyen, je crois que c'est l'Internet qui ne doit pas être terrible. Alors attends, Là, c'est mieux, c'est bien ça. Est-ce que là, ça va ou c'est bien? Il y avait une distance où c'était un peu mieux. Approche-toi un peu. Alors là, Oui, ça c'est c'est bien. mieux. Ouais. C'est bien, d'accord. Oui, donc j'avais écouté ta ce sont des gens pas très, très connus, mais c'est difficile psychologiquement de faire cette période parce que il y a la Approche-toi un peu. On t'entend pas. Approche-toi. On peut pas te Ok, comprendre. Approche-toi un je peu. laisse tomber alors. Aïe, aïe, aïe. Non, approche-toi un peu. En fait, c'est parce que tu recules quand tu parles. Je suis tout prêt. Je suis tout Voilà, prêt. là c'est bien. Là c'est bien. Je vais répéter ce que j'ai dit. Il y a un film supérieur qui est très connu, mais c'est aussi il y a une culpabilité sur ce dont ce qu'on aurait fait, nous, avec nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, on aurait réagi. Et puis surtout, Non, on comprend pas. la soif. Charlie, écris-le parce que écris-le sur le chat. Écris sur le chat parce que tu ne vraiment pas c'est coupé. Bon, Ça- c'est ça dommage que vient- personne ne réagisse, mais bon, voilà. Donc, au moins, j'espère qu'on a compris le message que je voulais transmettre. Oui, c'est un bon message. Voilà. Effectivement, on comprend un peu l'intervention là de Jean-Charles Zerbib sur qui a insisté pour que ce soit pas seulement Shoah mais Shoah et Gvura. Je pense que c'est important. Il y a un, Oui, alors là, moi, je suis pas complètement d'accord. ok, alors explique. Euh, parce que, si tu veux, d'abord, il y a eu, disons, 40 000 partisans juifs en Europe de l'Est. C'est pas beaucoup. Mais justement, il faut comprendre, c'est ce que j'ai expliqué, pourquoi c'est 40 000 et pas plus que ça. C'était tout le thème de l'intervention. Et parce que si tu veux, l'histoire, le Yom HaShoah a été décidé en 1951. Yad Vashem a été créé en 1953. Et quand Yom HaShoah et Yad Vashem sont créés, c'est encore à l'époque où justement l'histoire de la Gvoura était très 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 importante, d'accord? On ne parlait pas du reste. Le reste, c'était justement, ils sont allés comme des moutons à l'abattoir. Et il faut faire très attention avec cette histoire de Gvoura. Même, si tu veux, une mère à qui un, un juif à l'entrée de Birkenau, au moment de la sélection, dit, donne ton enfant à une vieille femme, comme ça, toi, tu as une possibilité de vivre, mais qui va pas donner son enfant et qui va aller avec lui. Peut-être qu'elle sait pas, mais elle sait que c'est quelque chose de pas bon et qui va aller avec lui et qui va être brûlé dans la chambre à gaz. Tu peux dire que c'est pas de la gvoura? Bien sûr, bien sûr. Non, c'est Je veux dire, il y a tellement, les gens ne comprennent, il y a un tel dis- désinformation au niveau de ce mot gvoura. C'est comme ce que dit ce partisan. Qui est le plus grand héros? Moi qui ai été chez les partisans ou mon cousin de 17 ans qui est resté avec sa mère et ses petites sœurs? Alors lui, il n'a pas été partisan, il n'a pas été héros, mais il a été d'un héroïsme extraordinaire. oui, mais je pense que Gvura peut englober ces actes. Oui, mais c'est pas comme ça que les gens le comprennent. Oui, oui, il faut peut-être expliquer. Oui, C'est certainement pas comme ça que les gens le comprennent. je comprends. Et certainement pas en Israël quand on est en guerre et qu'il y a des soldats et ma maman veut les soldats les plus forts et machin truc et bidule. Certainement pas. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Tu as raison. Je
voudrais juste moi rajouter peut-être, puisque personne ne parle, j'en profite. J'ai écouté un interview de Georges Bensoussan à propos justement de la Shoah et des conséquences sur Israël, où il explique que finalement Israël n'est pas né de la Shoah, puisqu'en Ouais. fait tout était déjà prêt avant même la Seconde Guerre mondiale, les institutions, etc. Mais d'autant plus qu'Israël a souffert de la Shoah, parce qu'une grande partie des futures forces israéliennes, donc des jeunes, qui n'étaient pas forcément tous des chassidim ou des gens très religieux, et il parle presque de 300 000 hommes, en fait, voulaient partir en Israël et sont morts dans la Shoah d'une Il y a façon ou 1 d'une autre. million 500, il y a 1 500 000 enfants en dessous de l'âge de 14 ans qui ont été tués, juifs, qui ont été tués. Tout à fait, tout à fait. Et surtout des gens en âge de se battre aussi, c'est-à-dire Mhm, qui étaient prêts à pouvoir intégrer la Haganah, etc., et qui sont restés en fait en Europe et massacrés là-bas. Donc tout à finalement, fait. contrairement à ce qu'on pense que Israël est né entre guillemets grâce à la Shoah ou après la Shoah, là il explique que effectivement c'était plutôt un handicap. Je suis tout à fait d'accord. Moi, moi, j'aime beaucoup Ben Soussan. Il travaillait. On a, il doit pas se souvenir de moi, mais moi, je l'ai connu parce il accompagnait des groupes à Yad Vashem pendant longtemps, jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Et alors, moi, je donnais des conférences à ces groupes. C'est pour ça que je l'ai connu. Et ouais, ouais. La Shoah fut une tentative d'étouffer le sionisme. Aussi, oui. Oui, aussi. C'est. Alors, attends, il y a plusieurs personnes qui ont parlé. Les rescapés de Sobibor, téléfilm de Jacques Gold et Sobibor 81, 16 heures de documentation. Le fils sur le. Ok, voilà, ok. Bon, ben merci beaucoup. Mais c'est nous qui te remercions, hein, c'était très intéressant, franchement. J'avais raté cette conférence sur écrit et chuchotement, et donc je suis content de l'avoir eu. Vraiment très intéressante, et surtout dans ce jour, hein, je pense que c'est important de marquer d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que encore une fois, c'est important parce que ce que je disais à, je ne sais plus, quelqu'un hier, quand Patrick Abel nous a raconté l'histoire de la Shoah, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en arrivant en Israël et en allant à Yad Vashem, finalement, j'avais l'impression que finalement, je connaissais pas mal la Shoah en France, mais on ne connaissait pas tout le reste. C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu limité dans l'histoire de la Shoah de notre pays et il nous échappe en fait. Déjà en France, toute histoire est individuelle, c'est déjà un monde. Mais alors les autres pays, c'est aussi complètement différent et c'est important de connaître parce que c'est des histoires toutes différentes, hein, finalement, en fonction du terreau, Tout à fait, comme tu l'as tout dit, à entre fait. la France, mais pas seulement sur le terrain, mais sur les gens qui étaient en face de nous, qui étaient la population locale, comment les Allemands ont réagi avec des autorités plus ou moins bienveillantes, Vichy, etc. Donc c'est vrai que c'est tellement incroyable comme monde, et tellement différent. Donc, merci beaucoup, Tamara, Pas franchement, de rien. de ça. Alors, Merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. merci, merci à tous ceux qui ont assisté. Voilà. On Alors, l'aura au revoir peut-être, à tout le je l'ai monde. enregistré, peut-être que ceux qui veulent avoir éventuellement pour le faire passer, si tu es d'accord, Tamara, Tout à euh, fait. à ce moment-là, ceux qui veulent recevoir l'enregistrement pour le passer à des gens qui n'ont pas pu l'écouter, à ce moment-là, vous me écrivez en message privé et je vous explique comment l'avoir. On va le mettre sur le YouTube du Rivon francophone. OK? Ok, Voilà, bonne continuation à tous et puis à bientôt. Bye à bye. bientôt. Merci beaucoup, Tamara. Bye. Salut, Charlie. Bye.